Bon, ben, je vais essayer quand même de faire très attention au temps. Là, vous savez, je suis professeur à l'université, donc vous savez ce que ça fait des profs, hein? Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être très, très long. Je faisais la blague tantôt que des fois, juste se présenter, ça nous prend 15 minutes. Malheureusement, c'est pas une blague, c'est un peu la vérité. Moi, en fait, je suis venu vous parler d'intelligence ambiante parce que c'est ma première expertise. Donc, je vais un petit peu essayer de vous définir qu'est-ce que c'est tout ça. Mais grosso modo, là, le type de recherche que je fais, moi, j'aime ça me tenir au courant de un peu tout ce qui se fait en intelligence artificielle, puis après ça, résoudre des problèmes appliqués. Donc, oui, je fais ça pour l'intelligence ambiante, mais je fais ça dans d'autres secteurs. Entre autres, je fais ça en géologie. Tu sais, ça a l'air à avoir aucun lien, mais dans le fond, moi, ce que je veux, c'est avoir une bonne connaissance des outils en général, puis de la théorie qu'il y a derrière pour pouvoir, après ça, un peu travailler sur un peu tout ce qui se passe. Euh, donc, en plus d'être prof en intelligence ambiante, je suis aussi président du regroupement québécois des maladies orphelines. Vous allez voir que ça a quand même un lien avec ma recherche parce que je ne fais pas de l'intelligence ambiante pour rien. Ce que je fais avec mon équipe de recherche, là, c'est vraiment tenter de faire des habitats intelligents pour soutenir les gens là, qui sont soit en perte d'autonomie ou qui ont des difficultés en tout genre. Ça peut être des difficultés cognitives, des difficultés physiques, mais c'est vraiment dans cette optique-là, favoriser l'autonomie là, et la qualité de vie, évidemment, qui vient avec tout ça. J'ai mis quelques-uns de mes principaux collaborateurs là, parce qu'on les nomme souvent pas assez, nos collaborateurs, et évidemment, je ne pourrais pas faire tout ça si je n'avais pas plein de gens autour de moi. Donc, OK. Pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'intelligence ambiante, vous voyez ici une petite définition. Là. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir des environnements dans lesquels on va avoir toutes sortes de capteurs pour pouvoir un peu capter l'information, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais évidemment, si on n'avait que les capteurs, ce serait des réseaux de capteurs, mais en plus de ça, ce qu'on veut faire, c'est de l'analyse intelligente sur ces données-là qu'on va collecter au sein des environnements. Donc, en général, on vise à ce que ça soit assez invisible. Donc, si on parle d'un habitat intelligent, entre autres, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va cacher les capteurs et pour le résident, en fait, on ne verra pas vraiment qu'il y a de la technologie. Ça va vraiment se faire de façon invisible pour les personnes qui vivent dans l'habitat. Donc, c'est un concept qui ça peut être étonnant, mais ça date des années 90. Donc, des fois, on pense que les choses sont vraiment nouvelles, là, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que les idées, ça prend du temps à émerger. Donc, celle-là, en fait, ça vient d'un type qui s'appelle Mark Weiser, qui a inventé ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire, qui était, dans le fond, l'informatique omniprésente autour de nous. Et l'intelligence ambiante en est dérivée, là, puis elle a évidemment beaucoup évolué avec la nouvelle intelligence artificielle et avec l'IoT. Donc, tous ces concepts-là sont liés ensemble. Et ça peut être vraiment très simple comme ça peut être ultra complexe. Donc, exemple de très simple, ça peut être simplement des capteurs, des détecteurs de mouvement avec des capteurs électromagnétiques pour détecter des ouvertures, fermetures de portes. Comme ça peut être des trucs très avancés qui intègrent la robotique, qui intègrent des caméras thermiques, qui intègrent même des radars UWB. Donc, on peut avoir vraiment un peu tous les niveaux là-dedans. Il y a des avantages à avoir des technologies très simples, comme il y en a à en avoir des plus complexes. Je vais essayer un petit peu de vous parler de tout ça. Mais c'est une branche de l'intelligence artificielle, là, donc je ne vous parle pas de n'importe quoi non plus. Là. Donc, c'est très lié. Je vous fais un bref historique. Donc, nous, en fait, à l'UQAC, ça fait 15 ans qu'on travaille, à peu près 15 ans qu'on travaille sur l'intelligence ambiante. Et les gens qui servent de l'intelligence ambiante pour faire des habitats intelligents de soutien à domicile, ça a débuté autour des années 2005-2006, là, vraiment partout dans le monde. Il n'y a pas énormément d'équipes de recherche sur la planète qui travaillent là-dessus. Nous, en fait, ça nous a permis d'être très connus. Étonnamment, on est plus connus à l'international qu'en région, ce qui est parfois un peu plate, mais c'est la vie. Donc, on fait partie des quelques grandes équipes qui ont des vrais habitats intelligents avec des gens qui y vivent. Et on a eu beaucoup, beaucoup de financement là, au fil des dernières années avec toutes sortes d'organismes pour réussir à faire ce type de travaux-là.
Donc, le lab, en fait, que vous voyez là, c'est vraiment notre lab de prototypage qu'on va retrouver directement au sein de l'université. On appelle ça un lab de prototypage. Pourquoi? Parce que l'idée du lab, ici, c'est de tester des technologies. Donc, tout ça pour vous dire que nous, c'est notre lab de prototypage. Le lab, en fait, il est directement à l'université. Puis la raison pourquoi on appelle ça un lab de prototypage, c'est que dans le fond, on va aller tester toutes les nouvelles technologies qu'on trouve dans ce lab-là. Et pour nous, c'est pas important vraiment. On n'est pas. Je dis souvent en fait qu'on est agnostique en termes de technologie parce qu'on va vraiment tester tout. Ça peut être très simple, ça peut coûter presque rien, mais on va aussi tester des affaires au contraire hyper chères, complexes à mettre en œuvre parce qu'on veut vraiment avoir une bonne idée du bilan de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est moins, c'est quoi les forces et les faiblesses de chaque type de capteur. Donc nous, en fait, tout ça pour vous dire qu'on a ce lab-là. Le gros de notre expertise, là, au début, c'était vraiment beaucoup partir des signaux de capteurs puis tenter de transformer les signaux de capteurs de façon à en faire un traitement intelligent. Donc, au début, en fait, on faisait de la vieille intelligence artificielle là-dedans, celle qui était plus logique. Et là, bien évidemment, comme tout le monde, on a passé beaucoup plus à l'apprentissage automatique et surtout au deep learning. Je vous montre un petit peu le travail récent qu'on fait, puis après, bon, celui-là, c'est un peu l'aboutissement du travail qu'on a commencé il y a 15 ans. Donc là, ça peut paraître aujourd'hui de la vieille technologie. Donc, on utilise encore dans ce projet-là des capteurs électromagnétiques, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'inondation. Donc, des capteurs aujourd'hui que vous pouvez trouver là, dans n'importe quel magasin d'électronique, là, honnêtement. Là. Rien d'extraordinaire au niveau de la technologie. Mais c'est un projet qui est vraiment intéressant parce qu'on est rendu au stade où, là, c'est vraiment utilisé concrètement par des gens. C'est déployé dans des CIUS à travers la province. Et un de nos objectifs, en fait, c'est vraiment de réussir à quantifier c'est quoi l'effet bénéfique d'avoir des habitats intelligents pour les personnes qui sont en train de vieillir et qui sont peut-être aussi en perte d'autonomie. Donc, c'est drôlement utile parce que ça permet tout d'un coup, c'est pas, évidemment, le but, là, je le répète tout le temps aux gens, c'est pas de remplacer des cliniciens, c'est pas de remplacer le système de santé, c'est pas de remplacer la famille, c'est au contraire de venir mieux optimiser le peu de ressources qu'on a, puis un petit peu optimiser le temps qu'on peut investir auprès des gens. Donc, s'assurer que quand on vient pour la bonne raison. Donc, ça permet aussi au système de santé de mieux connaître les personnes. Donc, avoir une vraie idée. Parce que quand même que vous allez voir une certaine madame qui est chez eux, vous lui posez des questions, c'est pas clair que la madame elle va être capable de vraiment vous donner les informations que vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions cliniques. Donc, nous, avec ça, on est capable de faire des beaux tableaux de bord. Vous connaissez ça, il y a des gens en sciences des données. Donc, on fait des beaux tableaux de bord et, dans le fond, on fait un peu l'équivalent de l'intelligence d'affaires, mais pour la santé. Donc là, on a des indicateurs et on peut aider à prendre des meilleures décisions. Donc, bon, OK, je conclue très rapidement là-dessus. Vous voyez, c'est un beau projet qu'on est en train de faire. Là. Puis en fait, ça, c'est vraiment l'aboutissement de nos travaux actuels. Le but, c'est, on veut vraiment que ça serve auprès des gens. Puis moi, je vous fais la prévision que c'est rien qu'une question de temps. Ça va servir, ça va être utilisé. Puis à un moment donné, on va se réveiller, tout le monde va avoir ça. Ça va être vraiment, vraiment très cool. Fait qu'on va voir si ma prévision est bonne dans quelques années. Donc, je vous parle quand même de quelques travaux récents parce qu'évidemment, les habitats qui sont au TRL élevé, on va dire, bien, c'est sûr que moi, comme informaticien, mon rôle devient plus petit. Donc, nous, pendant que nos travaux très avancés font leur bout de chemin, sont testés sur le terrain, bien, pendant ce temps-là, on s'amuse, on explore, on fait toutes sortes de travaux un petit peu plus aventuriers. Donc, dans les dernières années, en fait, on a beaucoup travaillé sur la technologie radar. En fait, j'ai même un ancien étudiant là-bas. Hein? Et puis, la technologie radar, en fait, c'est une des technologies qu'on aime bien parce qu'il y a un bon entre-deux entre avoir des données beaucoup plus complexes qui nous donnent plus d'informations et d'un autre côté, être carrément dans les caméras qui sont un peu trop invasives. Le défi, par contre, c'est que vous voyez, là, vous avez des exemples de trames de radar ici. C'est pas clair, qu'est-ce qu'on voit là-dessus. Là, comme humain, on regarde ça, là, puis c'est un petit peu difficile à analyser.
Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Dans les dernières années, on a surtout travaillé à tenter de filtrer ces données-là. Donc, on a utilisé des VQVAE de tout genre pour compresser les données, les rendre un peu plus simples. Et les VQVAE, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on compresse dans un espace discret, quand on reconstruit, en fait, ça débruite automatiquement les données. Donc ça nous a beaucoup aidé à exploiter ces trames-là. Et récemment aussi, on a travaillé aussi à combiner un ResNet avec un Vision Transformer pour tenter vraiment de faire un fine-tuning, on va dire, qui va bien capter les relations spatiales dans nos données. Ça marche très bien là, quand même, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de défis là, au niveau de ce type de projet-là. Donc, oui, avant que je passe à la prochaine, les défis auxquels on fait toujours face en intelligence ambiante, c'est un peu toujours les mêmes. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir assez de données puis les étiqueter correctement? Tu sais, c'est sûr que je ne peux pas aller installer des capteurs chez des personnes âgées puis leur dire, bien, prenez un journal de bord de vos activités, là. Dites-moi qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous êtes fait à déjeuner à 7 heures ce matin? Donc, c'est pas vraiment faisable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des vrais ensembles de données de qualité avec suffisamment d'étiquettes? Et nous, en informatique, c'est le défi qu'on a depuis 15 ans. Puis, on ne voyait pas vraiment de façon de s'en sortir. Mais ce qui a changé, en fait, puis c'est là la prochaine slide, c'est qu'on a compris quelques affaires intéressantes avec les réseaux de neurones. Une des affaires les plus importantes qu'on a appris, c'est les techniques d'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, comme bien d'autres choses, c'est pas si récent que ça, mais ça a pris du temps avant qu'on comprenne à quel point c'était important comme notion. Puis en fait, c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle, c'est une vieille branche. Bien, bon, comparé des sciences comme la physique, pas tellement, mais ça date de 1950, l'intelligence artificielle. Puis il y a beaucoup de choses qui se sont développées très vite, puis ça prend des années avant de les étudier puis de réellement les comprendre. Donc les réseaux de neurones, le gros de la théorie, en fait, il y a une partie qui a été développée dans les années 50, puis ensuite, il y a eu la vague des années 80, mais le gros de la théorie date de ces années-là. Et puis, c'est aujourd'hui qu'on comprend réellement c'était quoi l'intérêt des réseaux de neurones. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on s'y rende. Et l'auto-apprentissage, c'est un petit peu la même chose. Là. Je vous ai fait un bref historique, mais les auto-encodeurs, ça date de 1987. C'est l'année de ma naissance. Donc, et puis, les auto-encodeurs, en fait, au début, ça servait d'introduction au réseau de neurones. Là. Les gens disaient, ben, on peut faire ça avec ça, recopier des données. Puis là, on disait, ça sert à compresser les données. Bref, on ne savait pas ce que ça faisait. C'est pas ça que ça fait. Ce qui est intéressant des auto-encodeurs, c'est que c'est justement la technique de base d'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, c'est l'idée qu'on n'aura plus besoin de donner des étiquettes. On va juste donner l'ensemble de données et le réseau de neurones va se donner lui-même le défi d'apprentissage. Donc, il va pouvoir s'entraîner par lui-même. Et ça, c'est révolutionnaire comme idée parce que tout d'un coup, bien, il suffit de trouver comment donner un défi intéressant et le réseau va réussir à apprendre à représenter l'information par lui-même, sans guide, sans étiquette. Et encore une fois, ça a pris du temps avant qu'on comprenne. Il y a eu ensuite les denoising auto-encoders en 2008, donc les auto-encodeurs pour débruiter. Et à partir des DAE, en fait, on a commencé à exploiter des défis de plus en plus grands. Entre autres, on a eu GloVe et Word2Vec, que probablement tout le monde ici connaît. C'est des auto-encodeurs. Donc, ça a l'air super magique, incroyable, mais c'est des auto-encodeurs, en fait, de base. C'est même pas des auto-encodeurs avancés, mais ça a pris beaucoup de temps, comme je vous dis, avant qu'on se rende là. Et éventuellement, on s'est rendu aux auto-encodeurs comme celui-là, qui est les Context Auto-Encoder, où là, l'idée, on s'est mis à faire des casse-têtes. Et comment est-ce que tu fais pour reconstruire ce que tu as perdu? Et là, c'est là où on approche de l'état de l'art, par exemple, avec les masques auto-encoders, où là, en fait, on va masquer une partie de la donnée et l'auto-encodeur va devoir apprendre à reconstruire l'entièreté. Et ça sert maintenant à apprendre des représentations sur des très grands ensembles de données, d'images, de sons, de vidéos, en tout genre. Et pourquoi ça, c'est important?
c'est que ça nous amène à l'aube de l'ère de l'intelligence ambiante. Donc, mon titre avait un lien. Et pourquoi je dis l'aube de l'ère de l'intelligence ambiante? C'est, rappelez-vous, mon défi numéro 1 en intelligence ambiante, c'est que je ne suis pas capable d'avoir des ensembles de données étiquetées. Donc, si je réussis maintenant à adapter les méthodes d'auto-apprentissage à mes données de capteurs issus des habitats intelligents qui sont répartis maintenant un peu partout au Québec, bien peut-être que tout d'un coup, je vais réussir à apprendre à détecter les activités qui ont lieu dans les habitats intelligents sans avoir besoin qu'une personne tienne un journal de bord. Et c'est ce qu'on a commencé à faire dans les dernières années. On est vraiment dans les tout débuts en recherche, mais il y a déjà des dizaines et des dizaines d'articles qui sont sortis. Et ce que je vous dirais, c'est que là où la donne a vraiment changé, c'est que maintenant, je vois très bien que d'ici quelques années, on va avoir de l'intelligence ambiante fonctionnelle dans nos environnements autour de nous. Pour moi, la seule raison que ma prophétie ne se réalise pas, c'est de la résistance au changement qui pourrait quand même avoir lieu, là, on ne se mentira pas. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'on a commencé, nous, on a d'abord utilisé SimCLR, qui est un des modèles très populaires d'apprentissage contrastif. Et c'est plus compliqué avec des capteurs qu'avec des images, là. Vous voyez très bien comment on peut faire toutes sortes de défis avec des images. Bon, je coupe un petit bout de l'image, je la mélange, des choses comme ça. Nous, en fait, on utilise des techniques qu'on appelle le time warping puis le scaling, là. Le scaling, c'est on va faire la mise à l'échelle des caractéristiques de nos données. Donc, on va ajouter un nombre aléatoire pour changer les valeurs. Et le time warping, c'est qu'on va déformer les fenêtres temporelles. Mais pas trop, là, mais juste assez pour donner un défi à notre auto-encodeur. Bref, je ne peux pas trop rentrer plus que ça dans les détails, là. Je ne veux pas vous donner un cours universitaire, sinon c'est vous qui allez vous endormir peut-être, qui sait. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des choses excitantes qui se passent en intelligence ambiante et c'est un peu pour ça que je voulais venir vous en parler aujourd'hui. Donc, dernière slide, les questions, si jamais il y en a. Vous en avez levé vos mains? J'arrive, Gino. Gino Bouchard, c'est quoi, au niveau d'équipement, le minimum qu'il faut qu'on aille pour avoir un milieu viable? Là? En fait, c'est étonnant, là, mais l'habitat intelligent minimal, ça ressemble drôlement à une usine équipée de capteurs. Donc, tu sais, vraiment le minimum que tu peux avoir, c'est des détecteurs de mouvement, des contacts électromagnétiques, des prises intelligentes ou des détecteurs, ou en tout cas des lecteurs de courant électrique. Donc, vraiment des affaires de base, ça, c'est vraiment le minimum que tu as besoin. Nous, chez Proco, présentement, on travaille beaucoup sur des outils avec des chercheurs un peu partout, je pense le CNEMI, ETMI, des choses comme ça, pour essayer de détecter les opérations que les gens font sur le plancher de production. Puis je me demande à quel point vous ne pourriez pas apporter dans cette affaire-là, parce qu'en réalité, vos personnes âgées qui se déplacent, qui vont à différentes places, vous êtes en train un peu de savoir qu'est-ce qu'ils font en temps réel. Donc, ça peut probablement s'appliquer au domaine industriel. Il y a des grosses avenues là-dedans. Avez-vous déjà des contacts, des affaires de même qui se trament? On en a déjà eu. C'est pas toujours facile parce que, après, je te dirais, c'est des défis qu'il y a toujours avec les entreprises, c'est de trouver des façons d'être win-win, comme on dit, gagnant-gagnant. Donc, que nous, on leur apporte de quoi, mais qu'eux nous apportent de quoi aussi en contrepartie. Moi, j'ai déjà eu un étudiant à l'ITMI, là, en passant. Là. Donc, c'est des choses qu'on fait, mais souvent, c'est plus ponctuel. C'est que l'entreprise va avoir un besoin particulier et là, ils ont besoin de nous pour un projet. Fait qu'ils vont nous financer des étudiants, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup des échanges. Moi, en fait, en dehors de l'intelligence ambiante, le gros de mes projets, c'est des projets avec des partenaires industriels. Là. Donc, Oui, dans le fond, est-ce que c'est implémenté votre technologie au Saguenay? Puis si oui, à quelle place? Bon, bien, là-dessus, j'ai une réponse malheureusement un peu plate. Ça va être la première année où on va déployer les habitats intelligents au Saguenay. Ça fait des années qu'on fait ça à Montréal. La vraie raison pourquoi on le fait à Montréal, c'est que les chercheurs de l'équipe étendue du Saguenay sont tous des informaticiens. Donc, on a moins de capacité à connecter avec le milieu de la santé, qui est un milieu quand même drôlement complexe, là, on ne se mentira pas.
Mais cette année, c'est prévu qu'enfin, on déploie nos premiers habitats au Saguenay. Est-ce que vous utilisez des lidars aussi? C'est dans les plans. Mais c'est pas encore fait. Mais des radars, c'est pas ça des lidars? C'est radar, lidar, c'est pas exactement la même chose. Il y a des similarités sur certains aspects. Puis je vous dirais que les radars, il y a, comme pour les lidars, il y en a vraiment dans toutes les gammes. Donc, il y a des radars à 200 $. C'est un peu plus qu'on utilise. Mais aujourd'hui, il y a des radars qui coûtent 15-20 000 qui, là, se rapprochent beaucoup plus des lidars. C'est pas la même information exactement, mais on va jouer à peu près dans les mêmes terrains, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une fois, deux fois? Bon appétit. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup. Merci.